Donc là, on est à 32 participants. Il y a encore du monde qui arrive. Voilà, je pense qu'on se laisse encore quelques secondes. Donc je vous remercie du coup de bien respecter, du coup de ne pas activer le son et les vidéos pendant le webinaire afin de respecter du coup la parole aux 5 animateurs. Et puis s'il y a des soucis, vous pouvez utiliser l'onglet Converser pour parler avec moi ou avec tout le monde. Je mets bonjour dans l'onglet Converser. Et puis moi, je vais admettre au fur et à mesure les personnes qui arrivent. Et du coup, je vous laisse la main pour que vous puissiez présenter votre webinaire à tous. Très bien, merci à toi Pauline. Bonjour à tous. Il est 11 h, nous allons donc pouvoir démarrer notre webinaire et je tiens tout d'abord à vous remercier de votre intérêt pour le sujet que nous allons traiter au cours des 45 prochaines minutes, un sujet que nous avons choisi d'aborder sous la forme d'une question à la fois courte et simple. Faut-il réinventer le management? Je suis Jim Brémaud, associé au sein de la tribu Mahathura et consultant en efficacité comportementale. Et je vais avoir le plaisir d'animer notre webinaire avec l'intervention de 4 autres associés de notre tribu que je vais tout de suite vous présenter. Tout d'abord, Philbert Corbregeot, qui est fondateur et dirigeant de la tribu Mahathura. Bonjour Philbert. Bonjour Jim, bonjour à tous. Alban Morancé, consultant en management. Bonjour Alban. Bonjour Jim, bonjour à tous. Laurent Gaudin, consultant en transformation des organisations. Bonjour Laurent. Bonjour Jim, bonjour à toutes et à tous. Et enfin Anne-Claude Jardin, consultante en psychologie des ressources humaines. Bonjour Anne-Claude. Bonjour Jim, bonjour à tous. Et je n'oublie pas, bien entendu, Pauline, qui vous a accueilli et qui va nous aider tout au long du webinaire au niveau de la technique. Notre tribu accompagne depuis 20 ans les entreprises dans la détection et le développement des talents, notamment au sein des équipes dirigeantes, managériales et commerciales. Le management est donc au cœur de notre métier. Et l'idée de ce webinaire a germé récemment au cours d'une discussion que nous avions entre nous et au cours de laquelle nous évoquions le fait qu'actuellement de nombreux sociologues, philosophes, scientifiques, économistes réfléchissent à ce que sera notre monde de demain. Et nous nous disions que le management va bien entendu devoir évoluer pour répondre à cette nouvelle donne. La problématique est qu'à l'heure où nous parlons, nous ne connaissons pas encore les conséquences que cette période inédite va avoir au niveau de la transformation des entreprises. Et il est donc très difficile de définir aujourd'hui quel devra être le degré d'intensité de l'évolution du management. Est-ce qu'il s'agira d'une simple démarche d'adaptation mesurée ou bien d'une réinvention radicale? Et en fait, en approfondissant ensemble le sujet, eh bien, nous sommes arrivés à ce que j'appellerais un premier niveau de réponse qui consiste à dire que, quel que soit le degré d'intensité de cette évolution, elle devra, pour être en mesure de se faire, s'appuyer sur des bases solides, c'est-à-dire des piliers managériaux qui, certes, étaient déjà nécessaires hier, bien que pas toujours existants, malheureusement, au sein des entreprises, mais qui seront indispensables demain en raison du bouleversement que nous vivons. Et donc, selon nous, l'enjeu aujourd'hui pour les managers, eh bien, c'est d'être le plus rapidement en phase avec ces piliers pour leur permettre de construire demain sur des fondations solides. Nous allons donc vous présenter les 5 piliers fondamentaux que nous avons identifiés après 20 ans d'accompagnement et de présence auprès des managers. Alors, vous connaissez l'adage, bien entendu, choisir, c'est d'abord renoncer. Donc, forcément, notre choix peut être ouvert à discussion. Nous sommes heureux au sein de la tribu d'avoir des convictions, mais nous ne prétendons pas avoir des certitudes. Alors, nous allons fonctionner de la manière suivante. Chaque intervenant va vous présenter un pilier, puis il répondra à une ou 2 questions qui lui ont été posées dans le chat. Et puis ensuite, nous vous enverrons bien entendu le replay et les coordonnées des intervenants. Ils seront à votre disposition pour les questions auxquelles nous n'aurons pas répondu, le cas échéant, en direct. Voilà donc en ce qui concerne le déroulement.
Je vais donc, sans plus tarder, passer la parole à Philbert, qui va nous parler du premier pilier, à savoir la capacité du manager à garder le cap. Philbert, nous t'écoutons. Merci. Une petite devise des Shadocks pour commencer. Quand on ne sait pas où on va, il faut y aller et le plus vite possible. Bon, plus sérieusement, je préfère la devise du célèbre Peter Drucker, le meilleur moyen de prédire l'avenir est de l'inventer. C'est ce que je vous propose d'aborder avec vous en quelques minutes. 6 minutes, ce n'est pas beaucoup. Alors, on va planter le décor. Vous savez tous que le dirigeant a la lourde tâche de fixer un cap et d'embarquer toute l'entreprise pour arriver à bon port. Ça, c'est connu. Pour cela, il est indispensable de s'appuyer sur 3 socles solides et complémentaires. Et ces socles-là constituent l'ADN de l'entreprise, à savoir la vocation, la vision et les valeurs de l'entreprise. Commençons par le premier socle, la vocation. Alors, certains d'ailleurs utilisent le terme de mission, surtout à ne pas confondre avec le métier, d'accord, qui lui fait appel au savoir-faire. Alors, la vocation définit la raison d'être d'une entreprise. Souvent, on a un texte un peu trop long, il faut être capable de le formuler en quelques mots, entre 5 et 10 mots. Alors, pourquoi? Parce qu'elle doit être communiquée clairement aux parties intéressées de l'entreprise. Alors, c'est les collaborateurs, c'est les clients, fournisseurs, partenaires. Et grâce à cette formulation, ça permet de mieux comprendre la spécificité de l'entreprise. Essayons maintenant d'aborder ça avec un exemple concret, notamment avec la tribu Matura. Notre vocation, nous, c'est de favoriser l'épanouissement individuel dans une logique d'ambition collective. Vous voyez qu'on est bien inférieur à 10 mots. Pour cela, on va faire appel à 4 métiers: la formation, le coaching, l'animation et la conférence. Et là, vous voyez tout de suite que ces 4 métiers différents, mais ils contribuent tous à l'impact, c'est-à-dire favoriser l'épanouissement individuel. Alors, le petit plus de Matura sur le sujet, sur la vocation, pour nous, pour que cette vocation soit crédible et réaliste, elle doit être formulée certes par la direction, c'est évident, mais aussi par les hommes et les femmes clés qui sont garants du savoir-faire et de l'histoire de l'entreprise. Et si on voulait résumer ça en un mot, je veux dire en un verbe même, c'est pouvoir faire. Abordons maintenant le deuxième socle, la vision. Sujet important. La vision définit ce que l'entreprise va atteindre à 3, 5, voire 10 ans. Mais ça, c'est évidemment en fonction du secteur d'activité. Tout le monde ne peut pas se projeter à 10 ans, surtout actuellement. Je veux dire qu'on arrive à se projeter quelques mois, c'est déjà beau. Cette vision, comme la vocation, elle doit être formulée par la direction. En quelques mots, 10 maxi. Justement, elle va permettre de guider le cap pour mobiliser les énergies. C'est-à-dire que c'est une action stratégique, toutes les énergies de l'entreprise. Alors, cette vision, évidemment, elle n'est pas statique, elle doit être revue régulièrement afin d'ajuster l'organisation en fonction des changements internes, certes, mais surtout les mutations externes telles que l'on vit aujourd'hui. Alors, comme la vocation, la vision doit être connue et communiquée en interne, certes, et surtout pas en externe, évidemment, vous l'avez compris, pour des raisons concurrentielles. Exemple appliqué à la tribu Matura, notre vision est de transformer les talents cachés en talents révélés. Le petit plus de Matura, pour nous, la vision est une projection de la vocation dans son futur. Et pour que cette vision soit réaliste et surtout futuriste, elle doit être formulée par la direction et les hommes clés et les femmes clés. Comme tout à l'heure, sauf que là, ça va être des hommes clés prometteurs, ce qu'on appelle des gens qui ont du potentiel en innovation, en agilité, en optimisme, en audace même, vous voyez, parce qu'ils auront la lourde tâche de bousculer les certitudes et d'accompagner le changement au sein de l'entreprise. Alors, mes collègues apporteront leur valeur ajoutée sur ce sujet, car aujourd'hui, il faut être conscient que ces hommes clés et femmes clés prometteuses sont les vecteurs clés de la compétitivité d'entreprise de demain. D'accord ? Alors, si on voulait résumer en un verbe, comme tout à l'heure,
La vision, on dirait, c'est le vouloir faire. Abordons maintenant le troisième socle de notre ADN, les valeurs. Alors, les valeurs représentent les croyances collectives et partagées qui décrivent tous les comportements applicables à la fois pour mettre en œuvre la vocation, mais aussi la vision. D'accord ? Alors, tout à l'heure, on avait dit que la vocation représentait la raison d'être, la vision, la raison d'agir. Et bien là, les valeurs constituent les façons d'être. Et si on voulait appliquer un exemple concret, ce qu'on a fait pour nous pour Batura, on va vous partager les 5 valeurs. L'authenticité, la passion, la simplicité, le respect et le plaisir de transmettre. À la fois, ce sont des valeurs qui sont partagées, qui représentent bien notre savoir-faire, on voit bien avec le plaisir de transmettre, mais en même temps aussi nos personnalités. Alors, le plus de Batura sur le sujet, c'est que les valeurs doivent être formulées toujours par la direction, mais cette fois-ci à la fois par les garants de la vocation et par les prometteurs pour la vision. Et les managers, eux, leur rôle dans tout ça. Les managers, ils devront porter ces valeurs-là afin de les faire respecter au quotidien. Alors nous, ce qu'on vous préconise, c'est de formaliser les valeurs comme la vision et la vocation dans un manuel d'intégration afin de le communiquer d'entrée aux collaborateurs, voire même les communiquer lors de l'entretien de recrutement, d'ailleurs. Alors, les valeurs, si on voulait les représenter en un verbe, je dirais que c'est le savoir-être. En conclusion de ce sujet, la direction, elle est responsable de cet exercice de construction en donnant du sens et de la cohérence aux 3 socles, vocation, vision, valeur. Et les managers, eux, ils sont responsables du déploiement des 3 socles, mais à tous les niveaux hiérarchiques, afin de s'assurer que tout le monde a bien compris le cap et puisse s'engager pleinement. C'est ça l'intérêt. J'adore la citation de Michel Camille. Une vision sans action n'est qu'hallucination. C'est justement l'action que mes collègues vont aborder avec vous maintenant. Merci Philbert de cette présentation. Une question qui nous est posée que je te transmets. Effectivement, il est important de se recentrer sur sa vocation de ce contexte inédit. Pouvez-vous me donner quelques clés pour bien en formuler? Effectivement, certes, il faut, mais comment faire? Ah oui, c'est vrai que tout à l'heure, je ne suis pas rentré dans le détail parce qu'en 6 minutes, c'est pour donner la vulgarité. Là, nous, à la tribu Batura, conseille de répondre à quelques questions, des questions clés. Je vais vous en citer quelques-unes. Notamment, la première que je vous ai donnée tout à l'heure, c'est quelle est notre raison d'être? Quel est le but de l'entreprise? Et surtout, à quel but l'entreprise a été créée? Quels sont nos savoir-faire et nos champs d'activité? Quels sont nos comportements face à notre savoir-faire? Quelles sont nos compétences distinctives et nos avantages concurrentiels? Et puis, je finirai, qui sont nos clients? Que voulons-nous leur apporter, en fait? Et tout ça, on va le synthétiser dans un paragraphe et ensuite, il faudra le résumer en 10 mots-clés. Et on y arrive. En tout cas, on a raté à l'essentiel. Parfait. Merci Philbert de cette réponse. Nous allons enchaîner avec Alban qui va nous présenter le second pilier qui consiste pour le manager à savoir renforcer la motivation. Alban, je te laisse la parole. Merci Jim, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour évoquer avec vous la notion de motivation dans ce contexte de reprise. Alors, renforcer ou entretenir la motivation des collaborateurs après cette crise sanitaire qui est sans précédent va sans doute apparaître comme un enjeu majeur pour beaucoup de managers à partir du 11 mai et on peut le prévoir sans doute après puisque le 11 mai sera sans doute une première étape. Je pense que les managers vont devoir trouver un équilibre en fait dans la posture à adopter
Ils vont devoir probablement être clairs et rassurants dans leur communication, être également lisibles sur l'organisation à mettre en place pour remettre en route l'appareil productif. On peut d'ores et déjà acter que leurs dirigeants vont leur en faire la demande. Alors, les managers vont également devoir probablement se poser la question de leur propre motivation et de leur état d'esprit lors de cette reprise. Et moi, c'est plutôt cet angle que j'ai choisi pour notre intervention du jour, puisqu'évidemment, dans la motivation, il y a beaucoup à dire. D'abord, elle est individuelle. Il y a probablement pour chacun d'entre nous une motivation qui est différente. Mais je pense qu'en tout cas, personne ne va se sentir indemne d'une crise comme celle-ci. Et elle aura forcément bousculé nos certitudes et changé un certain nombre de réflexes managériaux. Je crois qu'on va retrouver globalement 3 grands états de motivation au sortir de cette crise. Un certain nombre de managers qui vont porter un regard extrêmement positif sur la situation, qui vont louer les valeurs d'entraide et de solidarité dans la période, qui vont nous dire que cette crise est une opportunité de changer nos organisations, de nous remettre en question, et probablement ils n'auront pas tort. Ils vont également nous dire que changer le système ne dépend que de nous et que probablement tout est solution. Ils vont proposer à leur équipe un management qui va être ultra enjoué, positif. La difficulté, par contre, c'est que les collaborateurs, eux aussi confrontés à la crise et au confinement, auront peut-être des difficultés à y croire, puisque si c'est trop enjoué, finalement, c'est peut-être aussi un peu décalé de notre réel et de ce qu'on a vécu. On va retrouver également des managers actifs qui vont être vigilants sur leur jugement, qui vont être acceptants vis-à-vis de leur hiérarchie, mais qui auront également le courage de proposer probablement des alternatives à leur organisation. Ils vont devoir se poser un certain nombre de questions et poseront également des conditions à l'investissement de leur équipe. Et leur management sera pragmatique et transparent. Je pense qu'ils vont se dire que l'individu n'a pas de mémoire et que l'économie va reprendre ses droits très vite. Leurs collaborateurs vont être capables évidemment d'accepter des difficultés liées à la reprise, mais ils vont avoir besoin, pour être motivés, d'être confiants vis-à-vis du management et de l'équipe dirigeante. Et puis on va retrouver une troisième catégorie, c'est les managers passifs qui, eux, vont vous annoncer le retour d'un virus encore plus virulent dans les prochains mois. Ils ont moins d'énergie, ils vont beaucoup plus insister sur les dérives imbéciles de certains individus durant la crise et nous en avons malheureusement vu beaucoup dans cette période. Des lettres anonymes aux soignants, aux pompiers, des trafics de masques, des vols de respirateurs et j'en passe. Et ces managers-là vont finir probablement par nous dire que le système est proche, la fin du système est proche et que personne n'y peut plus rien. Le management qu'ils vont nous proposer est un management qu'on peut qualifier de Damoclès, parce que quoi que nous fassions, finalement, l'épée va tomber à un moment ou à un autre, une crise sanitaire, une crise économique ou autre chose. Et leurs collaborateurs vont forcément à un moment douter et perdre rapidement en motivation. Alors chez Matura, nous, on pense que les managers devront agir comme des funambules et trouver des équilibres. Alors si je reprends la définition du funambule, ils progressent sur une corde tendue, lentement, ça veut dire qu'il y a également un changement de rythme. Ils analysent les situations progressivement, mètre par mètre, et je crois que les entreprises font ça aujourd'hui. C'est vraiment step by step. Et ils s'aident d'un balancier pour évidemment accepter aussi de légers déséquilibres pour évoluer. Alors l'équilibre pour nous va se trouver probablement dans chaque état identifié précédemment, proactif, actif et passif. Chacun évidemment, je le disais, a un niveau de motivation et d'énergie différent. Mais pour renforcer la motivation des collaborateurs après la crise, je crois qu'il va falloir justement trouver cet équilibre en funambule. Donc moi j'ai quelques conseils à apporter dans ce contexte-là, alors évidemment avec beaucoup d'humilité, mais je crois qu'il faut revenir sur un certain nombre de fondamentaux. D'abord, à la reprise, prévoyez peut-être un rendez-vous avec votre hiérarchique, le service RH, pour comprendre les enjeux de la reprise et puis l'organisation qui est mise ou à mettre en place, échanger avec eux sur le sujet. Faites respecter les règles liées à la reprise pour protéger les collaborateurs et vos clients, évidemment, puisque je pense que chaque manager va devoir être exigeant sur ces sujets-là, vis-à-vis notamment des gestes barrières, alternance des effectifs, règles d'hygiène, distanciation physique, équipement de protection notamment. Pour la partie proactive, votre comportement résolument positif, je pense, doit prédominer. Il se caractérise par votre capacité à reconnaître et à survaloriser le travail de vos équipes, à leur dédier du temps également. Je pense que la notion de temps à venir aura une importance. On va rentrer dans une nouvelle temporalité. Prévoyez un temps de rencontre aussi avec vos collaborateurs afin d'échanger avec eux sur la façon dont ils ont vécu le confinement. J'ai entendu un certain nombre de professionnels, des psychologues notamment, qui nous disaient que 30% des personnes confinées développeraient des troubles du comportement, d'anxiété notamment. Donc, je pense qu'il faut le prendre en considération.
Ça veut dire aussi questionner les collaborateurs sur les évolutions à envisager dans les méthodes de travail. Et puis, sans doute intégrer aussi des méthodes agiles pour les stimuler. Je pense que c'est également le bon moment pour le faire. Accompagnez vos collaborateurs sur le terrain pour favoriser leur proactivité, leur créativité dans la recherche de solutions. Il y a beaucoup de problèmes qui vont se poser dans la période. Et donc, sans doute, il y a plus d'intelligence dans plusieurs têtes que dans une seule. Et puis, cet accompagnement opérationnel aussi passe par des briefings et des briefings individuels réguliers. Il faudra également, je pense, faire preuve de courage managérial vis-à-vis de la hiérarchie, c'est-à-dire reporter de façon pragmatique les difficultés qui sont liées à la reprise. Et si possible, évidemment, dans la mesure du possible, le faire rapidement et sans retour. Il faudra également instaurer un climat de confiance en faisant preuve de transparence vis-à-vis de votre équipe. Et ce mot-là, je pense, va avoir de l'importance dans les mois, voire dans les années à venir. C'est-à-dire d'informer les collaborateurs régulièrement sur les décisions qui sont prises et sur les actions à engager. Et enfin, je pense qu'il faudra développer également notre sens de l'observation vis-à-vis des signes de démotivation de nos collaborateurs, puisque ces signes-là sont observables. Alors, la fatigue, le stress, le désengagement, des signes de fuite, ça, c'est observable. Et je pense que du coup, il faudra intervenir assez rapidement. Alors, pour terminer, je suis prêt à évidemment concéder que ces 7 points-là ne sont pas nouveaux, mais ma conviction, c'est que je crois que la crise ne va pas révolutionner nos pratiques managériales. Elle va juste rendre plus saillant un certain nombre de notions, comme la collaboration. On voit bien que là, dans l'adversité, on doit tous aller dans le même sens. On est tous dans le même bateau. Le pragmatisme également, et ça passe, je pense, par de l'accompagnement terrain. Et puis, la transparence également vis-à-vis des équipes. Voilà, je reste à votre écoute pour répondre à vos questions. Et puis, je repasse évidemment la main à Jim. Merci, Alban. Une question précisément, à la fois très simple, mais tellement vraie. Si j'observe des signes de démotivation de la part d'un collaborateur, comment dois-je agir ou réagir? Ça, c'est un contexte qui risque de se présenter pour beaucoup de managers à la reprise dans leur entreprise. Oui, probablement. Un certain nombre de collaborateurs, effectivement, risquent d'être démotivés à la reprise. Encore une fois, la démotivation, elle est également personnelle, donc les signes vont être apparents, mais on va avoir sans doute des cas de démotivation. D'abord, les managers, je pense que dans cette période, doivent être indulgents vis-à-vis de leurs collaborateurs s'il y a des signes qui sont observés. La démotivation, il faut considérer que ce n'est pas une tare, mais c'est bien la conséquence d'une situation qui a été mal vécue. Donc, je pense qu'il faut comprendre ce qu'a vécu la personne en question. Ensuite, c'est difficile de savoir si les causes de la démotivation, elles sont personnelles ou professionnelles. Donc, la meilleure façon de comprendre la démotivation, c'est avant tout de rencontrer le collaborateur pour un entretien. Et dans cet entretien, si vous comprenez que les causes de démotivation sont professionnelles, d'abord, il va falloir lui en faire part et de façon factuelle, dialoguer avec lui, l'écouter aussi pour comprendre ses difficultés, puisque on sait que quand on écoute quelqu'un, il se raconte et quand il raconte, il se rend compte. Et ça, c'est important dans la notion de démotivation. Et puis, évidemment, essayer d'envisager des solutions avec lui et probablement reprendre rendez-vous avec lui puisque un seul entretien en démotivation ne suffit pas. Dans cet entretien, si vous vous rendez compte que les causes de sa démotivation sont par contre personnelles, là, on peut en rencontrer le collaborateur, l'écouter, mais évidemment, ne pas proposer de solution. On va éviter d'être intrusif, juste être une oreille et puis laisser sa porte ouverte pour se rendre disponible afin d'échanger avec le collaborateur. Très bien, merci Alban. Je vous propose donc de poursuivre avec le troisième pilier que va nous présenter Laurent. Et ce troisième pilier consiste pour le manager à savoir instaurer les rituels. Laurent, tu es avec nous? Oui. Voilà, rebonjour à tous. Donc, merci Jim pour l'animation. Donc, écoutez, instaurer les rituels, c'est une vraie question, mais en fait, la question aussi dans cette période de crise, c'est faut-il les maintenir ou les réinventer? Donc, à ces 3 questions, j'aurais une réponse assez simple, c'est oui. Enfin, s'ils ne sont pas instaurés, et c'est pour ça que derrière, je m'autorise à refaire un rappel sur des rituels qu'on connaît tous. Vous allez vous voyez apparaître en fait un certain nombre de rituels que vous connaissez, alors que vous subissez, que vous avez organisés, que vous devez planifier régulièrement. Ce sont des rituels principalement collectifs ou ce que j'appelle des rituels bilatéraux.
Il ne faut pas oublier qu'il y a un certain nombre de rituels aussi qui sont individuels, qu'on se met en place individuellement. Et cela, bon, ce n'est pas l'objet de la discussion par rapport au management, mais on a tous des rituels individuels et qui existent dans notre mode de fonctionnement. Donc, pour tout cela, certains, vous aviez déjà imaginé peut-être de les revoir. Et donc, oui, il faudra peut-être les revoir. D'autres que vous pensiez ne pas revoir, il faudra peut-être les revisiter pour gagner en efficacité. Mais en tout état de cause, ce sont des rituels qui sont présents dans vos entreprises et sur lesquels vous appuyez. Il faut bien se rappeler qu'un rituel est une activité non directement productive. Et ça, et c'est clairement un point important à avoir en tête, c'est qu'effectivement, un rituel était parfois un passage obligé, pas forcément perçu comme productif, mais qui est utile pour le groupe. Alors, pourquoi est-il utile pour le groupe? Et là, on est en fait effectivement pour les organisations un moyen d'insuffler l'engagement. Donc, pourquoi? Parce que pour l'entreprise, les rituels sont nécessaires pour vraiment insuffler de l'énergie et aussi globalement un peu de motivation. Mais c'est par rapport à 5 grandes thématiques. Donc, les rituels servent en premier lieu dans certains cas, à améliorer la performance et à fluidifier l'activité. On est sur la réunion d'avancement, on est sur la réunion hebdomadaire de suivi de portefeuille ou de planification ou de forecast, c'est des mots qui vous parlent. Il y a un certain nombre de rituels qui sont collectifs ou bilatéraux, sont là pour générer de la créativité. Donc, on est sur les séminaires innovation, sur un certain nombre de workshops, ateliers. Chacun a une terminologie dans son entreprise. Un troisième levier important pour les organisations, c'est effectivement qu'ils servent à fédérer la communauté. Donc, la notion d'appartenance. Donc, on est là sur le pot de fin d'année, sur le barbecue avant l'été. On est sur un certain nombre de grandes messes annuelles. Et donc, ça, c'est des choses qui existent et qui existeront demain, peut-être sur des formats différents. Une autre thématique concerne la gestion des conflits et l'accentuation de la résilience et de la motivation. Donc là, on est vraiment sur plutôt parfois de l'entretien bilatéral où effectivement le manager et le collaborateur ont besoin d'échanger pour progresser et accentuer la motivation. Et enfin, il y a un certain nombre d'autres rituels que vous connaissez tous qui sont là pour initier le changement et les mutations. C'est le lancement d'un nouveau produit, c'est un kick-off produit, c'est une revue d'avancement. C'est aussi un rituel, c'est l'intégration d'un nouveau collaborateur. C'est aussi un rituel. C'est un rituel unique, mais qu'on reproduit régulièrement et qu'il faut savoir aussi, entre guillemets, ritualiser. Donc, c'est pour ça que les organisations ont besoin de ces objectifs. Après, au niveau plutôt du manager et du collaborateur, il faut bien comprendre que le manager a des objectifs par rapport au rituel qu'il propose ou qu'il met en place. Et les collaborateurs a des attentes. Et c'est intéressant toujours de chercher l'équilibre entre ces objectifs du manager qui sont de l'ordre de cadrer ou de piloter une activité, décider des actions et arbitrer, donc de donner effectivement un cadre et de l'animer. C'est un moyen aussi pour le manager de reconnaître l'importance des étapes franchies, donc avec aussi là, le lien avec la thématique d'Alban sur la motivation aussi et l'avancement, et de montrer qu'on passe d'étape des étapes les unes après les autres. Et il y a un troisième levier quand même qui est important en termes d'objectifs, c'est de comprendre le fonctionnement des interactions du groupe. C'est aussi un moyen pour le manager de voir qui fonctionne bien avec qui est en friction avec quelqu'un d'autre. Et donc ça, c'est un moyen aussi pour le manager de capter ces choses-là. Et dans la ritualisation peut-être qui va apparaître avec plus de télétravail, c'est des choses qu'il faudra quand même trouver des solutions. Et on sait que la visio pour là est importante et qu'il faut maintenir de la visio avec et de bien voir qui fonctionne avec qui en termes de visio. Et c'est un point important. Alors, au niveau des collaborateurs, le collaborateur, il a des attentes par rapport à un rituel. Elles sont 3 d'ordre. Il veut pouvoir s'exprimer. Donc, il y a des temps d'écoute à avoir. Il souhaite obtenir des réponses. Et je pense que là, on a tous vécu individuellement ou collectivement ça. C'est qu'en termes de quand on est collaborateur, quand on va dans
dans un rituel d'avancement, on y va pour obtenir des réponses. En période de crise, c'est un peu plus compliqué, mais il faut être clair que c'est quand même quelque chose qu'il faudra pouvoir soit retarder une décision, mais au moins donner des éléments de réponse, qu'elles soient favorables ou défavorables. Et puis, les attentes des collaborateurs sont aussi de se sentir appartenir et exister. C'est un moyen pour le collaborateur, le rituel, d'être vraiment, d'adhérer, de se sentir présent, reconnu dans l'entreprise. On sait tous que la présence d'un certain nombre de collaborateurs à un comité de direction ou un comité d'avancement d'un service, c'est un moyen aussi de se sentir, en adhésion avec l'entreprise. Donc ensuite, la question c'est est-ce qu'un rituel doit être entre le plaisir et la nouveauté? Alors, qu'il soit très collectif, bilatéral ou individuel, on doit trouver le point médian entre le plaisir et la nouveauté. En tout état de cause, un rituel doit être compris et compréhensible. C'est-à-dire qu'on sait pourquoi il est mis en place et ça, il faut bien l'expliquer, surtout aux nouveaux entrants quand ils arrivent et qu'ils voient ce rituel apparaître dans leurs agendas. Ils se disent mais à quoi sert ce rituel? Et ça, il faut être clair, motivant. Donc, adapté au contexte et aux personnes. Et là, on est sur des thématiques aujourd'hui où effectivement, il y a peut-être à réfléchir et on commence nous à réfléchir déjà sur un certain nombre de rituels au sein de Matura qu'il faudra peut-être faire évoluer. La notion de ludique, donc la notion de gaming aussi qu'on entend beaucoup parler. Effectivement, il faut essayer d'aller vers là. Et puis forcément, il doit être vivant, c'est-à-dire qu'il peut évoluer dans le temps en termes de format et de contenu, sachant que de toute façon, si vous avez aujourd'hui des rituels ou une habitude de rituels peu ludiques, ce n'est pas demain qu'il faut changer tout. Ça, c'est clair, parce que sinon, il faut quand même amener un peu de continuité, de cohérence par rapport à ce qui existait. Mais ces réflexions, en fait, sur les rituels, on avait beaucoup de rituels qui étaient descendants, qui étaient définis par l'organisation, le management. Il faut voir aujourd'hui qu'il faut peut-être laisser la place aujourd'hui à des rituels nouveaux qui sont plutôt ascendants, qui viennent des équipes, qui créent un rituel. Il y a beaucoup de rituels aujourd'hui dans l'entreprise qui viennent du terrain. On sait que des collaborateurs se réunissent parfois en fin de semaine ou des choses, mais c'est leur rituel à eux qu'ils ont mis en place. Il y a peut-être à réfléchir aussi au sein de ces équipes, pour dire quel rituel on veut mettre demain en place collectivement. En tout cas, état de cause et en conclusion, un rituel est rassurant. Donc, en période de crise, il faut être clair que le rituel est un moyen de rassurer aussi ses équipes. Ça crée un cadre, ça crée une étape, ça crée un point d'ancrage. Parce que c'est au moins des éléments qui sont intentionnels, c'est-à-dire qu'on a bien défini, on sait qu'on va se réunir à telle période. Et il y a un côté un peu symbolique et on a peut-être besoin d'un peu de symbolisme en ce moment. Mais ce côté rassurant est quand même important à prendre en compte, qu'ils soient individuels, sur même nous des propres critères, même des rituels individuels et aussi collectifs. Et puis pour finir, une citation d'un psychologue et chercheur en neurosciences, qui dit qu'une communauté qui n'a pas de rituel ne peut réussir à long terme. Et donc, oui, le rituel sera un élément important dans le management d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Voilà. Prêt à répondre à vos questions ou à aller plus loin sur les thématiques. Si vous... Effectivement, une question qui t'est posée avec un terme, je crois que tu as utilisé à différentes reprises, l'aspect ludique. La question, c'est dans le contexte Covid-19, doit-on obligatoirement emporter du ludique dans les rituels à réinventer? Alors, donc j'avais un peu ouvert le débat, mais effectivement, il faut aujourd'hui, les gens attendent globalement plus de gaming, de jeux, mais attention. Si vous êtes dans une entreprise où ce type de rituel n'avait pas été initié avant, les mettre en place aujourd'hui, ça va faire une rupture qui ne va pas rassurer. Et je pense que le ludique peut être un levier intéressant s'il a déjà été initié avant la crise. Le mettre en place aujourd'hui, il faut peut-être trouver des schémas intermédiaires
et parce qu'il faut rester dans un cadre rassurant. C'est un peu la conclusion que je Très bien. propose. Merci Laurent. Nous allons poursuivre avec le quatrième pilier que je vais avoir le plaisir pour le coup de vous présenter. Et ce quatrième pilier, eh bien, il consiste pour le manager à avoir la capacité à comprendre les personnalités au sein de ses équipes. D'ici quelques jours ou quelques semaines, vous allez retrouver vos collaborateurs après une longue période probablement de coupure physique avec l'entreprise, qu'il s'agisse de télétravail ou d'activités partielles. Et chaque collaborateur aura vécu, nous l'avons dit tout à l'heure, cette période de manière spécifique en fonction bien entendu de son environnement personnel et familial, mais également en fonction de sa personnalité. Et donc, vous allez être amené à gérer et à remobiliser des collaborateurs aux situations psychologiques très différentes. Et votre capacité à prendre en compte la situation spécifique de chacun va être vraiment déterminante. Alors, ce contexte est à la fois inédit et puis en même temps pas si nouveau, puisque par définition, on peut dire qu'une équipe est constituée d'individus qui ne se sont pas choisis, donc aux personnalités très différentes, et qui doivent travailler ensemble au quotidien pour atteindre des objectifs communs. Et la multiplicité des personnalités constitue à la fois une force et un frein pour l'équipe, puisqu'elle génère d'une part de la complémentarité et de l'enrichissement, et d'autre part des divergences et de l'incompréhension. Et du coup, le rôle du manager est de comprendre au mieux chaque personnalité au sein de son équipe, pour être en mesure d'exploiter les talents individuels et de favoriser la cohésion collective. Et là, je ferai une grande différence entre connaître une personnalité et la comprendre. Il s'agit de passer de la partie émergée de l'iceberg, ce que je vois de mes collaborateurs, à sa partie immergée, c'est-à-dire l'origine profonde de leur mode de fonctionnement. La dimension psychologique de la fonction managériale est bien entendu importante dès aujourd'hui, mais selon moi, elle va être essentielle demain. Le manager ne pourra plus faire l'économie de se doter d'un socle de connaissances minimum concernant les modes de fonctionnement des individus. Ce socle, il l'utilisera en permanence dans ses recrutements, lors de ses promotions internes, dans la conduite des rituels managériaux dont tu nous parlais, Laurent, l'accompagnement du changement, la délégation, la résolution des difficultés de communication entre ses collaborateurs. Alors, peut-être allez-vous me dire, mais du coup, est-ce qu'il faut que le manager de demain soit diplômé en psychologie? En fait, je ne pense pas. Mais en revanche, je crois qu'il devra en maîtriser les fondamentaux et notamment les préférences psychologiques de Jung. La plupart des outils de compréhension de la personnalité s'appuient sur ces préférences psychologiques jungiennes. Vous en connaissez probablement certains. Malheureusement, il s'arrête le plus souvent à des noms symboliques de type de personnalité ou bien des codes couleurs. Et selon moi, il est nécessaire pour le manager d'aller au-delà de ce que j'appelle un vernis de surface. Il est nécessaire tout d'abord pour le manager de bien comprendre ses propres préférences psychologiques pour mieux appréhender son style managérial, ses points forts, ses zones d'inconfort. Et puis, il doit également être en mesure de comprendre les préférences psychologiques de ses collaborateurs. Pour prendre une image très simple, pour moi, piloter une équipe sans se comprendre soi-même et sans comprendre ses collaborateurs, ce sera un peu comme piloter un avion sans avoir un minimum de connaissances sur le fonctionnement des réacteurs et du train d'atterrissage. Alors en fait, chaque individu a construit les piliers de sa personnalité dans ce qu'on appelle sa petite enfance. Vous savez, c'était entre le moment où il était encore dans le ventre de sa mère et l'âge de 3-4 ans. Et ces piliers, donc, qui constituent les préférences psychologiques, nous suivent toute notre vie, sachant bien entendu que rien n'est inscrit dans le marbre. Nous évoluons avec l'âge, nos expériences personnelles et professionnelles. Ceci dit, nous ne passons pas d'un type de personnalité au type opposé. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une préférence psychologique, concrètement ? Imaginez que je vous propose là spontanément d'écrire votre prénom
Et puis, dans la foulée, je vous propose à nouveau d'écrire votre prénom, mais cette fois-ci avec votre main opposée. Les gauchers vont écrire de la main droite et réciproquement. Probablement que vous allez trouver cet exercice inhabituel, inconfortable, peut-être une notion de vous sentir revenir en enfance avec un résultat peut-être médiocre. C'est un exemple simple, mais qui vous présente le principe d'une préférence psychologique. Une préférence est constituée de deux polarités opposées. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que nous avons tous en nous les deux polarités, mais spontanément, nous mobilisons l'une plus fortement que l'autre parce qu'il s'agit de ce qu'on appelle notre polarité dominante. Et si nous le souhaitons, nous pouvons bien entendu faire appel à notre polarité opposée, mais cela nécessite de notre part un effort pour aller la chercher. Les préférences psychologiques sont au nombre de 3, juste pour les citer, on parle des attitudes, des fonctions rationnelles de prise de décision et les fonctions irrationnelles de perception, et c'est à leur croisement que se situe le type de personnalité de chaque individu et ses modes de fonctionnement spontanés. Alors, ça va se traduire par quoi lors du retour de vos collaborateurs à l'entreprise d'ici quelques jours? Comme vient de l'expliquer Laurent, il sera important déjà que vous initiez un rituel pour pouvoir leur présenter les nouveaux modes d'organisation en sortie de crise. Et lorsque vous allez faire votre réunion de lancement, eh bien, certains collaborateurs vont avoir besoin d'entendre des règles précises, strictes, logiques. D'autres vont attendre des règles qui soient respectueuses des valeurs humaines. D'autres encore vont attendre des règles qu'elles n'anéantissent pas la possibilité d'échange et de convivialité. Et puis d'autres, enfin, attendront qu'elles permettent de continuer de travailler de façon productive et efficace. Et là, votre rôle de manager, après avoir animé votre réunion de lancement, eh bien, ça va être précisément d'aller au-devant de chaque collaborateur pour vous assurer que la manière dont vous avez présenté le sujet répond bien à ses aspirations et pour lui apporter, si nécessaire, des explications complémentaires pour le conforter par rapport à ses craintes éventuelles. En conclusion, je dirais que depuis 20 ans, pour faire simple, les entreprises ont beaucoup travaillé sur leur process, leur démarche qualité, leur profitabilité. Il y a selon moi cependant un levier sur lequel elles ont encore peu agi et qui va être déterminant dans les mois et les années qui viennent, c'est précisément celui de la compréhension des personnalités. Alors évidemment, c'est un sujet sans fin, sans limite, mais je vous donne les coordonnées d'un premier ouvrage que je vous suggère de lire si le sujet vous intéresse. Il est intéressant pour un premier approfondissement. Il est écrit là sur le slide. Il s'agit de ABC de la psychologie jungienne de Carole Sédillot qui est aux éditions Grancher. Voilà donc en ce qui concerne la compréhension des personnalités. Alors une question, je vais prendre une question. Certaines personnalités sont-elles plus adaptées à une fonction que d'autres? Alors ça, c'est probablement l'une des fonctions top 5 qui me sont posées en entreprise. Que répondre? Ce que l'on peut dire, c'est que effectivement, l'expérience montre qu'il y a certaines fonctions pour lesquelles nous retrouvons plutôt certains types de personnalités de façon majoritaire. Ce qui s'explique, puisque qu'est-ce qui fait que chacun d'entre nous les évoluons vers telle ou telle fonction? C'est probablement parce que nous nous sentons plutôt à l'aise avec ce que l'on attend de nous. D'une manière générale, si vous prenez les fonctions comptables, finance ou bureau d'études, nous allons plutôt retrouver des personnes qui sont très structurées, organisées, qui ont une grande capacité d'approfondissement, d'analyse, qui ont le sens du détail. Ceci dit, il ne faut surtout pas généraliser et tous les types de personnalités peuvent se retrouver dans une même fonction. Tout dépend du contenu précisément de cette fonction. Je vais prendre un autre exemple. Si vous prenez la fonction de commercial, on pose parfois la question, mais est-ce qu'il y a un bon type de commercial, un bon type de personnalité pour être commercial? Ma réponse est toujours de dire, tout dépend de ce que vous attendez de votre commercial. Si vous attendez de lui qu'il reprenne en main un portefeuille de clients existants pour les suivre et les visiter de façon régulière, ce ne sera probablement pas le même type de personnalité
que si vous attendez de lui qu'il fasse une démarche de prospection, de chasse sur un secteur qui n'a jamais été travaillé. Donc pour vous, en tant que manager, je crois que ce qui est important avant tout, c'est lorsque vous allez recruter un collaborateur ou vous envisagez de faire évoluer en interne l'un de vos collaborateurs, c'est de vous dire au-delà de l'intitulé de la fonction, qu'est-ce que j'attends de lui, quelles sont les missions que je vais être amené à lui confier, et à partir de là, eh bien, vous aurez un véritable éclairage pour essayer de définir le type de personnalité le mieux adapté. Voilà, alors nous allons poursuivre avec Anne-Claude, qui va nous présenter le 5e pilier, à savoir détecter les signaux faibles. Anne-Claude, tu es avec nous, je te passe la parole. Tout à fait, merci. En tout cas, on vient de voir les 4 premiers piliers. Et pour répondre à cette question qui est détecter les signaux faibles, je vais commencer par faire un constat. En fait, on vient de vivre un contexte inédit, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Toutefois, on a pu assister à la fermeture de sites, d'entreprises, une généralisation du télétravail, la mise en place parfois du chômage partiel ou encore la réorganisation de la durée du travail. Et l'impact de cette crise sanitaire sur l'organisation et les activités des entreprises a été géré en marche forcée, et ce, dans un temps record. Alors, on parle du 11 mai comme la date de déconfinement progressif. Il est évident qu'il est important d'appréhender et d'anticiper ce retour à une activité dite normale, et là encore, dans un contexte où aujourd'hui on sent bien cette incertitude économique, sociale. Elle est plutôt forte. L'angoisse et l'anxiété des collaborateurs est à son maximum. On le ressent bien tout autour de nous. Alors, évidemment, quelques questions se posent. Comment est-ce qu'on peut accompagner le retour de nos collaborateurs? Comment est-ce qu'on peut faire face aux impacts psychologiques vécus par nos équipes? Dur quand même. Comment peut-on garantir la mobilisation et l'engagement de tous pour surmonter cette épreuve sans précédent, alors même que le manager, dans le même temps, va devoir répondre à un besoin probablement de production accru pour rattraper le temps et le chiffre d'affaires perdu. Alors, pour ça, je vous propose une petite métaphore. Le commandant est celui qui est la personne en fait, qui va définir l'île à atteindre, qui va étudier l'itinéraire le plus approprié et qui donne les directives pour y parvenir. Comme on l'a dit, ou comme Philbert l'a dit tout à l'heure, c'est celui qui va donner le cap. Le capitaine qui va l'assister, c'est celui qui va garder le cap pour atteindre l'île et les garants de son équipage, du matériel, etc., pour atteindre également cette fameuse île. L'équipage, quant à eux, sont là pour hisser les voiles ou les descendre en cas de besoin. Ils vont s'affairer pour répondre aux besoins. Évidemment, ils travaillent de manière individuelle pour produire un résultat collectif en vue d'atteindre cette fameuse île. Alors, en cas de tempête, il est nécessaire de s'adapter, descendre les voiles, et si en plus le moteur tombe en panne, il va falloir sortir les rames. Le capitaine, autrement dit le manager, il va alors imposer une rupture dans les habitudes, c'est-à-dire qu'il va être amené à faire de la mise en place du chômage partiel, pourquoi pas d'avoir une équipe en télétravail, peut-être de mettre en place une nouvelle organisation du travail, de nouvelles règles sanitaires, etc. Alors, attention, parce que pour l'équipage, autrement dit les collaborateurs, c'est une période qui est relativement anxiogène, qui génère de l'inquiétude, car tous les repères sont bousculés. Et pour certains même, on a eu des échos qu'ils n'avaient eu aucune nouvelle de leur entreprise pendant cette période de confinement. Et de plus, pendant cette période face à la tempête, il faut réagir vite et donc s'adapter dans un temps record. Le manager doit être présent pour réduire ses inquiétudes. Il doit être également là pour faciliter la montée en compétences, tout en assurant l'adaptabilité et la réactivité de l'entreprise. Et cette réactivité et l'adaptabilité est forcément source de stress et d'anxiété, ce qui a bien évidemment un impact sur l'engagement et également sur les risques psychosociaux de l'équipe. Alors, savez-vous que dans une équipe, 10% des collaborateurs sont très engagés. 70% sont plutôt des spectateurs et les 20 restants sont plutôt des personnes qui sont désengagées et qui pourraient même, pourquoi pas, faire couler le bateau. Alors, comme je viens de l'indiquer, le stress, les situations anxiogènes ont une incidence sur l'engagement. Mais les 10% très engagés sont plus susceptibles de développer ce qu'on appelle des burn-out,
car ils vont se dépasser, ils veulent à tout prix réussir, ils souhaitent aider l'entreprise à se maintenir à flot. En tout cas, ils vont tout mettre en œuvre pour assurer la survie de l'entreprise. Et pour les 90% du reste de l'équipe, eux sont plutôt susceptibles de développer ce qu'on va appeler les brown-out, ou la perte de sens, ou alors les bore-out, tout ce qui concerne l'ennui. Évidemment, toutes ces pathologies du out ont des conséquences sur l'absentéisme, le turnover, les accidents de travail, la démotivation dont a parlé Alban tout à l'heure, et le désengagement qui, par cascade, va déshumaniser les relations, dégrader l'ambiance du travail et atteindre négativement l'image de l'entreprise. Alors, quelles précautions prendre pour le manager au moment de la reprise au regard de tout ce qu'on vient de voir? La première des choses, c'est qu'il est important qu'il prenne du temps pour purger les ressentis, développer l'écoute et les espaces d'écoute, qu'ils soient individuels ou collectifs, avec évidemment une posture managériale hyper rassurante. Second point, il est important aussi pour lui d'être attentionné et faciliter la reprise des habitudes de travail pour rompre avec les habitudes qu'ils ont prises pendant cette période de déconfinement. Et le manager doit lui-même être dans l'observation de tous ces petits signaux-là. Mais à la reprise, attention également à la remise en mouvement du corps et du physique, parce que pour certains, pendant ces 7 semaines, il n'y a pas eu de pratique sportive, et donc attention à la reprise de la cadence professionnelle qui pourrait entraîner à plus ou moins long terme des troubles musculo-squelettiques. De la même manière, pour toutes les équipes qui ont été mises en télétravail, parfois les collaborateurs se sont sentis isolés ou même parfois désorientés. Le manager va donc nécessairement recréer ces espaces de cohésion, de redéfinir l'organisation et tous les process pour rebooster et redonner du sens. En tout cas, ce qui est important, c'est de bien avoir en tête qu'avec ce redémarrage, il est préférable de privilégier un temps de récupération collectif en donnant le cap et les objectifs plutôt que viser trop tôt la performance. C'est aussi, ou c'est en tout cas, c'est également le moment de temporiser et gérer le stress. Et c'est également avoir en tête tous les indicateurs que vous aviez préalablement au sujet de la qualité de vie au travail au sein de votre entreprise ou de votre service. Alors, en conclusion, vous avez entendu des piliers indispensables tout au long de ce webinaire, mais pour résumer mon propos plutôt humaniste, il va être important de faire en sorte que le manager devienne un manager coach. C'est quoi un manager coach? Le manager coach, il doit être à l'écoute de son équipe. Il doit être attentionné et en observation de tous les changements. C'est aussi quelqu'un qui donne du sens et qui dialogue très régulièrement avec ses équipes. Le manager coach est aussi quelqu'un qui crée la cohésion ou le collectif tout en temporisant. Il est également là pour donner de l'autonomie et faire grandir son équipe. Et pour le manager coach, il est important à lui, à son niveau, d'utiliser toutes les techniques de feedback, de questionnement pour détecter l'intégralité de ces fameux signaux faibles. Alors, et pour terminer, il est également important d'avoir en tête que les managers se sont probablement épuisés à animer des équipes à distance sans être préalablement formés, puisque c'était inattendu, ni être sensibilisés aux bonnes pratiques, ou encore à maintenir ou entretenir des liens à bonne distance sans être trop intrusif avec les collaborateurs qui étaient en chômage partiel. Alors pour terminer, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous, managers, connaissez votre potentiel, vos limites? Et si demain une nouvelle tempête surgit, est-ce que vous êtes prêts à y faire face? Alors, je vous propose déjà de prendre soin de vous. Et puis, je vais repasser la parole à Jim et éventuellement répondre aux questions qui pourraient être soulevées. Merci Anne-Claude. Alors, une question oui, tout à fait d'actualité. Comment faire quand une partie de l'équipe a été présente pendant la crise et a été très soutenue alors que les autres se sentent abandonnés? Ça risque de se produire également pour un bon nombre de managers, malheureusement. Tout à fait. Alors, par rapport à ce qui est posé comme question, je vais peut-être faire une réponse à la normande parce que je ne connais pas le contexte ni les raisons de la séparation de l'équipe en deux. Était-ce sur la base plutôt du volontariat? Est-ce qu'on a privilégié ceux qui avaient des enfants en bas âge ou pour préserver les personnes avec un risque plus important? En tout cas, quoi qu'il en soit, il va être nécessaire d'éviter les conflits et de favoriser le dialogue social avec des espaces d'écoute, comme je l'ai indiqué,
pour comprendre les besoins et les attentes des collaborateurs. Peut-être, et nous l'avons déjà préparé, nous avons même anticipé un questionnaire de reprise pour, avant la reprise, déjà avoir en tête les besoins des collaborateurs. Très bien. Merci à toi, Anne-Claude. Alors, en synthèse, vous avez retenu les 5 piliers managériaux que nous venons de vous présenter. Garder le cap, renforcer la motivation, instaurer des rituels, comprendre les personnalités, détecter les signaux faibles. Qu'est-ce que nous pourrions retenir de tout cela en quelques mots? Eh bien, nous pourrions dire qu'au sortir de cette période perturbée, les 3 socles qui constituent l'ADN d'une entreprise, à savoir la vocation, la vision, les valeurs, vont permettre aux dirigeants et aux managers d'établir une ligne de conduite, de faciliter la prise de décision, de favoriser la mobilisation et l'optimisation des ressources. D'autre part, les managers, au moment de la reprise, devront probablement faire évoluer leurs pratiques et s'investir davantage sur le terrain, car la motivation des collaborateurs est avant tout le fruit de la relation. Et il sera donc nécessaire de l'entretenir et de l'alimenter en proposant à son équipe un véritable management de proximité en laissant de la place aux relations humaines. De façon individuelle ou collective, réinventer ces rituels de management sera une nécessité pour s'adapter au contexte Covid et aux collaborateurs en sortie de confinement. Carl Gustav Jung, le psychanalyste suisse qui a découvert les préférences psychologiques, a dit « Penser est difficile, c'est pourquoi la plupart des gens se font juges ». Je crois que plus que jamais, les managers vont devoir développer leur capacité à comprendre l'autre, leur collaborateur, pour ne pas le juger, mais au contraire pour l'aider à grandir. Et puis enfin, dans ce nouveau contexte, la posture du manager consistera plus à soutenir et à encourager ses collaborateurs qu'à leur dire ce qu'ils doivent faire. Le manager sera avant tout un manager coach qui guide, conseille et encourage tout au long de la vie en entreprise. Voilà donc en conclusion. Alors voilà, écoutez, notre webinaire va se terminer. Il est 12 heures tout juste. Comme indiqué au début de notre webinaire, nous allons vous envoyer par mail le replay et les coordonnées des intervenants. Nous sommes tous les 5 à votre disposition pour répondre, si vous le souhaitez, aux questions que nous n'avons pas pu traiter en direct ou à toute question que vous auriez concernant ce sujet du management. Nous vous souhaitons tous les 5 un très bon appétit, très bon après-midi. Merci encore une fois à vous de votre participation et peut-être au plaisir de vous rencontrer. Au revoir à tous et merci aux intervenants. Merci à tous. Du coup, on vous enverra le lien du replay par mail si vous voulez y avoir accès. Voilà, je laisse un petit peu la salle ouverte pour que les participants s'expriment. Je vois qu'il y a encore des réactions.